Madame, Monsieur, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. L'Ukraine exige une nouvelle fois le retrait des forces russes de son territoire. Les combats s'intensifient. Kiev, la capitale, a été la cible de plusieurs frappes 2 jours avant que Volodymyr Zelensky prononce un discours virtuel devant les 2 chambres du Congrès américain. Au Burkina Faso, les attaques terroristes se multiplient malgré le coup d'État. 13 gendarmes ont été tués hier dans le centre-nord du pays. Le président Damiba a lancé un appel à la mobilisation, cette fois à l'endroit d'anciens militaires. Dans ce journal, nous irons à la découverte du Kodi Jazz en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un rythme qui revendique aujourd'hui plusieurs centaines d'artistes chanteurs et qui était à l'honneur au Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. En sport, nous avons rendez-vous avec la Basketball Africa League qui se déroule à la Dakar Arena dans la nouvelle ville de Diamniadio. Nous ferons notamment un tour dans une fan zone très prisée par les amateurs de la balle au panier. Une fois encore, bonsoir. Au 19e jour de l'invasion russe en Ukraine, Kiev, la capitale, a été la cible de plusieurs frappes aujourd'hui. Des obus ont aussi atteint les régions de Soumy et Tchernihiv, à l'est et au nord de Kiev, faisant des morts et des blessés. Un bombardement a touché l'usine aéronautique d'Antonov et un immeuble résidentiel, faisant des morts et des blessés. La centrale nucléaire de Tchernobyl est de nouveau coupée du réseau électrique. L'Ukraine accuse la Russie d'en être responsable. La situation se dégrade également dans l'ouest ukrainien, région jusqu'à présent épargnée par les combats. Une base militaire a été bombardée par des missiles hier à Yavoriv, près de la frontière polonaise. Médecins sans frontières décrit une situation quasi désespérée à Mariupol, dans le sud-est du pays. Une 4e session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie a par ailleurs débuté ce lundi. Mercredi, le président ukrainien devrait prononcer un discours virtuel devant les 2 chambres du Congrès américain. La guerre menée par la Russie en Ukraine entre donc dans sa 3e semaine. Les forces russes ont bombardé ce week-end une base militaire ukrainienne toute proche de la Pologne. Un bilan fait état d'au moins 35 morts. L'attaque a poussé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à réclamer encore une fois une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays, une demande maintes fois rejetée par les Occidentaux. Le point avec Arash Arabazati de la VOA, le récit est de Jacques Aristide. C'est la base militaire de Yavoriv qui a été frappée par l'armée de l'air russe. La ville ukrainienne est située près de la frontière avec la Pologne, pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Avant l'invasion russe de l'Ukraine, des manœuvres militaires conjointes entre les troupes ukrainiennes et celles de l'OTAN ont eu lieu à Yavoriv. Kiev se dit désormais préoccupé par l'éventuel recours de Moscou aux armes chimiques et biologiques. Ils ont bombardé des hôpitaux pour enfants. Ils peuvent tout faire. Le monde entier doit s'engager afin de voir comment résoudre ce conflit. La Maison-Blanche se dit également inquiète d'une possible utilisation par la Russie d'armes biologiques et chimiques en Ukraine. C'est une inquiétude tout à fait légitime, la peur que la Russie utilise des armes chimiques en Ukraine. Ils accusent les États-Unis et les Ukrainiens d'utiliser potentiellement des armes chimiques ou biologiques, ce qui est en fait révélateur de leurs intentions. Ce sont eux qui se préparent peut-être à le faire. Ils vont ensuite rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est classique dans le modus operandi russe. À Kiev, les habitants qui n'ont pas fui la capitale se réveillent au son des sirènes d'alerte et des coups de feu alors que les forces russes, vraisemblablement, resserrent l'étau autour de la ville. Hormis les dons envoyés à l'Ukraine par des gens des 4 coins du globe, nombre de personnes ont décidé d'aider le pays autrement en se rendant sur place, notamment
pour se battre aux côtés des troupes ukrainiennes. Après avoir vu ce qui se passait, j'ai réservé un vol depuis la Californie et je suis venu ici aussi vite que possible. Si ce n'est pas le combat de la démocratie et de la liberté contre l'autocratie de notre génération, je ne sais pas ce que c'est. Les forces de l'ordre de la région de Kiev affirment recueillir des preuves qui montreraient que des militaires russes ont tué des civils. Des preuves qu'elles comptent soumettre plus tard à la Cour pénale internationale de la Haye, le Kremlin nie avoir pris pour cible des civils. Et pour approfondir notre couverture sur cette actualité, retrouvons tout de suite à Lviv Philippe Krauter. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes donc au 19e jour des combats en Ukraine, des combats qui s'intensifient, on le disait tantôt, et on parle ce lundi d'une importante opération d'évacuation de Mariupol. A-t-elle été un succès ? Alors on ne le sait pas encore, mais c'est une petite lueur d'espoir dans cette guerre dévastatrice et notamment la situation terrible pour ces dizaines de milliers de personnes qui sont toujours attrapées dans la ville de Mariupol. On sait en ce moment qu'il y a un petit convoi d'une soixantaine de voitures civile qui est en train d'essayer de sortir de cette ville de Mariupol. C'est un couloir humanitaire qui devait déjà exister depuis les derniers jours. Pendant plus d'une semaine, il y a eu des tentatives de cesser le feu qui seraient accompagnées par des couloirs humanitaires qui feraient entrer de l'aide humanitaire et qui feraient sortir des civils de ces villes comme Mariupol. On a l'impression qu'aujourd'hui, enfin, il pourrait y avoir un tout petit succès. On ne sait pas encore combien de personnes vraiment sont dans ces 60 voitures qui sortiraient donc de cette ville. Enfin, peut-être enfin un cessez-le-feu qui va être respecté par la Russie. Alors la guerre se poursuit sur le terrain, mais à côté, il y a aussi des efforts diplomatiques qui se poursuivent. Un nouveau cycle de négociations est en cours en ce moment. La résolution de ce conflit viendra-t-elle de la diplomatie selon vous? Peut-être peut-on espérer une résolution? Alors on est encore très loin d'une résolution de ce conflit. Une résolution, ce serait la fin de la guerre, ce serait un cessez-le-feu permanent, généralisé dans tout le territoire ukrainien. On est très loin de cela. Tout ce qu'on peut espérer en ce moment, je crois, ce sont des cessez-le-feu très localisés, des couloirs humanitaires dans quelques villes, dans les alentours de la capitale Kiev, par exemple, aussi. C'est un quatrième tour de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Dans le passé, pendant les dernières semaines, il y a eu ces pourparlers en personne sur la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Cette fois-ci, c'était par vidéoconférence. Les deux délégations qui se sont parlé aujourd'hui, qui ont fait une pause technique, les mots utilisés par le côté ukrainien, pour reprendre ces pourparlers demain, mardi, ici en Ukraine. Il y a peut-être une possibilité de travailler aussi sur des réunions de très haut niveau. Cela paraît une possibilité assez lointaine, mais ça se discute. Il y a de l'intérêt de la part du président ukrainien Volodymyr Zelensky de se voir avec le président russe, Vladimir Poutine. Quelques leaders européens veulent cette possibilité aussi. Mais toute tentative jusqu'ici n'a même pas été rejetée par la Russie. Toutes ces tentatives ont été ignorées par Vladimir Poutine jusque-là. Alors Philippe, on signale aussi l'attaque d'une base militaire près de Lviv hier. Cela a-t-il changé l'ambiance dans la ville ? Alors ça change l'atmosphère un peu. On a entendu pas mal de sirènes déjà ce soir, une fois, pendant la nuit aussi. Ce n'était pas le cas pendant les derniers 5 ou 6 jours. Donc l'atmosphère a changé. Il y a un peu plus de nervosité dans cette région qui était considérée comme étant paisible, comme étant un endroit sûr pour ces personnes, ces réfugiés qui venaient des autres côtés, des autres parties de l'Ukraine, des endroits où ces personnes ont souffert beaucoup sous les bombes russes dans l'Est ou dans le centre ou dans les alentours de la capitale Kiev. Ici, à Lviv notamment, on considérait celui-ci comme étant un endroit où on pouvait prendre une pause avant de partir vers la Pologne, par exemple. Ça a changé un peu. Les gens avec lesquels j'ai parlé hier m'ont déjà parlé de l'attaque de la base militaire qui n'était pas très loin d'ici et très proche de la frontière avec la Pologne. Donc on est très conscient qu'il pourrait y avoir plus d'attaques, peut-être même des bombardements de cette ville de Lviv. C'est une ville qui se prépare un peu pour cette éventualité.
Philippe Krauter, je vous remercie et surtout soyez prudents. Également dans l'actualité ce soir, au Burkina Faso, les attaques terroristes se multiplient. 13 gendarmes ont été tués hier dans le centre-nord du pays. Les populations s'inquiètent de la recrudescence des attentats terroristes malgré le coup d'État. Dans un décret publié ce lundi, le président Damiba a lancé un ordre de mobilisation des anciens militaires des 3 dernières années. Suivant ce reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. Si les priorités sont nombreuses, depuis le coup d'État du 24 janvier dernier, c'est l'attaque d'envergure contre les militaires. 13 gendarmes ont été tués, 5 autres blessés dimanche dans une embuscade. Il s'agit de l'escadron de gendarmerie mobile de Dori en mission d'escorte sur l'axe Dori-Kaya, route nationale numéro 3, à environ 5 km de Taparko, dans le centre-nord, selon un communiqué de la gendarmerie. L'escadron partait porter secours aux victimes de l'explosion plus tôt dans la matinée d'un car de transport en commun qui était monté sur un engin explosif improvisé. Déception dans les rues de Ouagadougou. Mon souhait le plus ardent est qu'ils essaient de maximiser sur la sécurité. Bon, côté politique, tout récemment, ils ont mis trop de temps même pour former le gouvernement. Ça a mis à peu près un mois, sinon plus. Bon, les gens veulent des actions sur le terrain. Je me demande si au sein de l'armée, il y a une cohésion et une cohérence. Bon, en termes que l'on confie, on n'a pas de mots jusque-là, on n'arrive pas à comprendre. C'est inadmissible en réalité, quoi. Au regard de la situation, dans un décret ce lundi, le président Paul-Henri Damiba a lancé un ordre de mobilisation des anciens militaires pour les besoins de la nation. Qui veut dire que l'armée est en train de se renforcer, peut-être de mobiliser également. Et peut-être qu'on va suivre dans les jours à venir d'autres actions, peut-être faisant appel à des contributions des citoyens à l'action de la sécurité, etc., etc. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la population va se retrouver dans un sentiment de découragement, puisque les espoirs qui ont été placés dans le nouveau pouvoir semblent ne pas donner les résultats escomptés, en tout cas dans le très court terme. C'est un week-end particulièrement difficile. L'attaque du car de transport sur l'axe Kaya-Dori a elle fait 2 morts et 16 blessés. 7 personnes, dont 4 supplétifs de l'armée et 3 civils ont été tués ce lundi matin dans une attaque à Arbinda dans le Sahel, selon plusieurs sources locales. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Ouverture hier à Doha au Qatar, le pré-dialogue ouvert hier à Doha au Qatar, dont le pré-dialogue entre le pouvoir de N'Djamena et les groupes politico-militaires tchadiens a été suspendu peu après le début des travaux. Les participants se sont donné 3 jours pour accorder leur violon. À l'ouverture des pourparlers à Doha, le Premier ministre civil du Tchad, Albert Bahimi Bataké, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont affirmé que des concessions seront nécessaires pour la réussite des négociations. À peine commencés, les débats ont été suspendus après les discours inauguraux en raison, selon l'opposition, d'un différend sur le format des pourparlers. Ces assises sont capitales car elles sont censées permettre la participation de tous les groupes rebelles tchadiens au dialogue national inclusif prévu en N'Djamena le 10 mai prochain. Politique encore au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a affirmé samedi au 54e anniversaire du PDG au pouvoir qu'il était totalement remis de son AVC de 2018 et a promis une victoire franche aux élections de 2023. Lors de sa première apparition devant un grand rassemblement de son parti depuis 4 ans, M. Bongo a prononcé un discours d'une vingtaine de minutes et a esquissé un pas de danse. Il a multiplié ces derniers mois les visites officielles et les interventions publiques à l'étranger à mesure que son entourage assurait qu'il serait le candidat du PDG à la présidentielle de 2023. Ali Bongo s'exprimait ainsi. Chers camarades, 2023 approche à grands pas. Je serai là avec vous. Vous
Soudan. Je serai là avec vous, pour vous. La seule issue sera la victoire. Une victoire franche, nette, indiscutable, pour que le travail commencé soit achevé. Ce scrutin se déroulera au Gabon en même temps que les législatives et les élections locales. Des milliers de manifestants de l'opposition, partisans du parti destourien libre PDL, étaient dans la rue dimanche à Tunis pour dénoncer l'accaparement du pouvoir par le président Kais Saïed et la crise économique dans laquelle est plongé le pays. Plus de précisions avec Blanche Sanou. La pauvreté a augmenté, la famine est à nos portes, scandaient les manifestants qui étaient au moins 2000 dans le centre-ville de Tunis. Le PDL, le parti anti-islamiste, est dirigé par Mme Abir Moussi, qui était présente à la manifestation. Pour les partisans de l'opposition, il est temps de s'exprimer. Les valeurs de la démocratie, les vraies valeurs, pas celles dont on entend avec la propagande depuis 11 ans et qui nous a mis des gens qui protègent dans ce fameux institut de Qaradawi. Ces derniers mois, le PDL s'est hissé en tête des intentions de vote en vue d'éventuelles législatives. Au cours de la protestation, Mme Abir Moussi n'a pas manqué de fustiger les insuffisances du parti au pouvoir en ces termes. Le gouvernement est incapable de trouver des solutions pour les Tunisiens. Si nous continuons à garder le silence, le pays court à sa perte. Des propos qui résonnent parmi les manifestants. Si je ne bouge pas ou ne manifeste pas et que les autres font de même, qui parmi les décideurs va penser à nous? Pardonnez-moi, le moins que je puisse faire est de répondre à l'appel du parti destourien libre. M. Saïd, élu démocratiquement fin 2019, s'est octroyé les pleins pouvoirs depuis le 25 juillet dernier. Le président a gelé depuis cette date les activités du Parlement, accusant cette instance de bloquer toute décision. Ces dernières semaines, la Tunisie, déjà engluée dans une grave crise économique et sociale avec une inflation et un chômage très élevé, est confrontée à des pénuries d'aliments de base. Le chef de l'État a récemment lancé une campagne contre ceux qu'il appelle les spéculateurs, agissant au détriment du peuple tunisien. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. Vous êtes sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. À vous de jouer. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Allons tout de suite à Abidjan, où le Massa, entendez, marché des arts du spectacle d'Abidjan, vient de boucler sa 12e édition. Cette sortie, très appréciée après les restrictions liées au Covid-19, a permis au public de renouer, entre autres, avec le Kodi Jazz, ou Côte d'Ivoire Jazz, une musique fortement influencée par des sonorités du riche terroir ivoirien, mais également d'ailleurs. Elle se positionne aujourd'hui aux côtés du zouglou, du coupé-décalé, du rap ivoire, comme une identité culturelle ivoirienne. Le Kodi Jazz est aussi un mouvement du même nom qui donne l'impulsion à la promotion de ce rythme et revendique plusieurs centaines d'artistes et chanteurs et musiciens appelés les Kodi Jazzistes. Suivez ce reportage d'Alain Amouché. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, le Massa, a fait la part belle au Kodi Jazz pour sa 12e édition. Avec plusieurs vedettes à l'affiche, dont Jar Afro le Jazziway, l'initiateur du mouvement Kodi Jazz. Quand je me dis Kodi, vous répondez Jazz. C'est tout simplement Côte d'Ivoire Jazz, le jazz à l'ivoirienne, ok? Kodi! Kodi!
années précédentes, on n'avait qu'un seul groupe, je crois. Souvent même, on n'en avait pas du tout. Et cette année, on a au moins 4 groupes. On s'est dit qu'on évolue. L'année prochaine, peut-être on aura 10 qui seront bien 20, on espère. Mais pour nous, le Massa est une belle plateforme pour se faire connaître, pour faire connaître le Kodi Jazz au monde entier. Il est l'heure de penser justement un peu à s'organiser au niveau de l'orchestration, de la mise en valeur du patrimoine musical ivoirien, lequel est, de l'avis de David Taïro, inexploité. Un mouvement qui revendique la vraie passion de la musique, la vraie pratique de la musique. Et généralement, c'est composé de personnes, des artistes qui font de la rupture avec la musique festive qu'on connaît, commerciale, des gens qui poussent beaucoup plus la réflexion dans la construction de leur musique. Via Issia, c'est le choix de la Baudin. Danse festive de l'Est de la Côte d'Ivoire. Un héritage artistique à promouvoir. J'aime beaucoup l'afrobeat parce que c'est pratiquement pareil que la Baudin, vu qu'il y a beaucoup de tambours. Moi, je suis très fan des tambours. Donc, la coloration avec des tambours fusionnée à des guitares et des ventistes et tout ça, c'est très beau. Donner toujours de la motivation aux plus jeunes pour faire naître en eux une vocation. C'est la mission de ce mouvement. Le Kodi Jazz veut continuer de faire des émules à travers son festival tenu chaque année au mois d'octobre. Alain Amonchi pour VOA Afrique, Abidjan. On reste en culture pour parler de Fati Waled Mohamed Issa, une jeune réalisatrice du nord du Mali qui s'est fixée pour objectif de mettre en lumière la vie des femmes sahéliennes. À travers ses documentaires, elle espère sensibiliser au sort des filles exclues du système éducatif dans le Sahara. Plus de détails avec Dili Diko. Issue de la région de Tombouctou, au nord du Mali, Fati Waled, 24 ans, est l'une des 10 jeunes maliennes sélectionnées par l'ONG américaine Accountability Lab pour réaliser en 2021 des courts-métrages sur la condition féminine au Mali. Donc, en général, le projet consiste à former 10 jeunes dames qui représentent plusieurs régions du Mali et avec des thèmes diversifiés. Des thèmes qui parlent des problèmes auxquels sont confrontées les communautés maliennes en général. Et l'idée derrière le projet, c'est aussi de donner la parole aux femmes, qu'elles puissent s'exprimer. Fati souhaite montrer les difficultés vécues par les jeunes filles au Sahel et plus particulièrement dans les milieux nomades où l'éducation passe souvent au second plan. Elle s'exprime à travers sa caméra. Le cinéma est un excellent moyen de sensibilisation sur les sujets qui constituent aujourd'hui les défis majeurs pour le Mali, particulièrement Tombouctou et la région. Fati explique que les défis auxquels font face les femmes maliennes sont vraiment nombreux. En fait, tout ce qui concerne la femme est un problème chez nous. Parce que c'est des gens qui sont trop jugés par la communauté. À travers son film, elle espère changer les mentalités et faire comprendre l'importance de l'éducation pour les filles. J'ai fait ce film en espérant que cela va toucher notre communauté. En espérant que cela va changer leur avis par rapport aux jeunes filles et à leur éducation. Et également à l'État, les autorités aussi. Je voulais, c'est une sorte de sensibilisation en fait. Je le fais sous forme de plaidoyer. Auprès de l'État également, auprès de la communauté, pour qu'ils prennent conscience de l'éducation de la fille et pour que l'État s'implique davantage. Fati Waled ajoute qu'il y a beaucoup à faire pour faire évoluer la situation. Entre-temps, à Tombouctou, plusieurs projections de son documentaire sont prévues. En sport, la phase de poule de la conférence Sahara de la Basketball Africa League prend fin demain à Dakar au Sénégal. Jusqu'ici, seuls les Tunisiens de l'US Monastir sont sûrs de se qualifier
pour la phase finale prévue fin mai à Kigali au Rwanda. Les 5 autres clubs de cette conférence sont toujours en lice pour les 3 places qualificatives restantes. Tout à l'heure, à 21h temps universel, les Marocains de l'AS Salé feront face à Sédou Legacy Athletic Club de la Guinée. Toutes les rencontres se déroulent à la Dakar Arena dans la nouvelle ville de Diamniadio, où les dirigeants de la balle ont créé une fan zone très prisée par les amateurs, autant pour moi donc, de la balle au panier. Constat sur place avec notre correspondant Sedina Abagé. Des shoots, des duels parfois rugueux, des cris de joie, des accolades et des sourires à la fin. Des célébrités sénégalaises, africaines et mondiales prennent du plaisir dans un match de gala organisé à la fan zone de la Basketball Africa League. Les stars sont contents d'y participer. On est venu, il y a d'autres artistes, il y a Diaw Ketchup, il y a beaucoup de monde, El Mofro et tout. Donc vraiment, il faut que les gens viennent nombreux parce que c'est un geste international, c'est un sport international. Il y a tous les nationalités qui sont ici à Dakar Arena. Donc c'est un geste à saluer. Grâce aussi à le président Macky Sall qui fait un travail très bon, très important actuellement sur le football et le basketball. Vraiment, on vous souhaite vraiment tout le monde venir ici en force pour qu'on regarde les matchs. À quelques mètres de là, les spectateurs font la queue pour prendre une photo avec le trophée de la Basketball Africa League. Les supporters sénégalais espèrent que cette magnifique coupe sera un jour le bien d'un club local. Cette équipe que j'ai vue hier jouer là, j'ai confiance et j'y crois qu'il pourra remporter ce trophée une bonne fois pour tout, pour l'Afrique, pour le Sénégal aussi. Faire une fierté de l'Afrique, de Dakar aussi, surtout aussi de l'université de Dakar. Car aussi, ça sera une grande fierté, afin que nous, étudiants, bacheliers qui poursuivons nos études à l'université de Dakar, de voir que Dakar Université Club puisse remporter ce trophée. Pour les dirigeants de la Basketball Africa League, il est important de créer des activités autour de la compétition pour permettre à la Ligue d'être un levier économique. On cherche à créer une véritable ambiance de fête, parce qu'en fait c'est ça, on a des fans qui viennent de toute l'Afrique, c'est l'opportunité de voir les villes qui accueillent cet événement aussi exposer ce qu'ils ont de mieux à offrir à ce grand public, que des fans de tout âge puissent venir autour du basket et puis vraiment avoir un produit de divertissement qui leur parle. À Dakar Arena, il y a du basketball, mais également il y a de la distraction avec cette fan zone que la Basketball Africa League a mise en place pour faire découvrir aux fans l'histoire de la NBA, l'histoire des Africains de la NBA qui a abouti à la création de cette ligue en Afrique. Mais également il y a eu un match des célébrités qui a vu beaucoup de stars sénégalaises et africaines venir faire plaisir au public. Pour le président Amadou Gallo Fall, ce genre d'initiative est inévitable si il veut permettre à la Basketball Africa League de devenir une des compétitions majeures du continent africain et du monde. Nous le souhaitons tous. Sedina, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.